Il ne faut pas écarter l'idée que, et vous avez vu au début de la présentation, quand on voit la posture de pays, la fragilisation d'autorités gouvernementales, c'est vrai que on a vu des pirates de manière strictement crapuleuse, qui sont motivés par la recherche d'argent, bien sûr. Simplement, effectivement, la géopolitique n'est pas absente de ce type d'affrontement, et effectivement, on va s'apercevoir que on peut considérer qu'un certain nombre d'attaques pouvaient avoir lieu à l'initiative du gouvernement. On l'a vu notamment sur des annonces concernant des centres de soins, des centres de recherche, qui travaillent sur des possibles solutions scientifiques au Covid-19 et qui ont fait l'objet de piratage, qui ne correspondaient, il ne s'agissait pas du tout de paralyser leur organisation, il ne s'agissait pas du tout de réclamer de l'argent, mais bien d'entrer dans les systèmes pour connaître l'état d'avancement de leur recherche, les résultats de recherche, les options, et on peut considérer, alors vous avez des annonces notamment du FBI de mi-avril, il y a quelques jours, assez documentées sur le sujet. L'origine étatique, effectivement, là on voit bien que l'exploitation possible de ces données n'est pas immédiatement crapuleuse, elle n'est pas monétisable dans l'immédiat, donc là on voit effectivement ce qui correspond plus à des intérêts stratégiques d'État qui souhaitent acquérir de la connaissance sur des réponses scientifiques. Donc ça fait partie, on a donc toute la gamme de menaces qui vont de la paralysie de l'équipement domestique du particulier qui travaille à domicile jusqu'à l'attaque d'essence gouvernementale pour récupérer de l'information et donc être à même de jouer sur la compétition internationale sur le sujet. Donc c'est un vrai sujet qu'on voit effectivement, les établissements qui sont potentiellement vous allez potentiellement avoir cette menace concernant des infrastructures purement scientifiques. Ça veut dire que également des laboratoires ont été mis en cause concernant leurs travaux, et c'est un vrai sujet de fragilisation pour les entreprises qui n'étaient pas forcément avec cette culture de sécurité. La question de la visioconférence s'est posée, notamment en ce qui concerne la confiance et l'intégrité du système. Vous avez des polémiques effectivement concernant des solutions qui ont été choisies soit parce qu'elles étaient facilement accessibles, facilement déployables, voire gratuites. Et donc effectivement, la vraie question de l'intégrité dans les jours d'après et dans les bonnes pratiques va se poser la question de l'arbitrage entre des solutions gratuites mais qui effectivement peuvent poser des questions quant à l'intégrité des données qui sont concernées. Alors, pour effectivement se préoccuper des questions des menaces telles qu'elles peuvent venir, l'idée étant effectivement que on va se retrouver dans un contexte qui va susciter des facteurs aggravants et des facteurs qu'on a qualifiés d'atténuants. Alors les facteurs atténuants, on l'a dit, c'est effectivement un certain nombre d'acteurs qui ont levé le pied en termes de cyberattaques. Ça existe, donc il s'agit effectivement de le documenter. On l'a vu effectivement de la part et de gens qui sont venus porter assistance. Bon, il faut le noter dans l'événement, mais vous ne pourrez pas et nous ne pouvons pas compter dessus sur une baisse de l'intensité du risque numérique. La fragilité des équipements personnels, le fait que effectivement on va être de plus en plus à distance et donc dépendant de la continuité d'activité des équipements de sécurité et de déploiement industriel, le fait que cet Internet des objets effectivement va être de plus en plus sollicité puisqu'il n'y aura plus la supervision physique mais la capacité d'être présent aux côtés de l'équipement, et donc effectivement cette question va être de plus en plus importante. Alors pour répondre à cet environnement, maintenant que le passage et l'idée était de poser cette introduction pour être sûr que on voit bien que ce qui concernait avant la géopolitique pouvait être considéré comme très éloigné et de voir qu'au contraire ça devient une réalité. La question c'est qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement-là? Et là, effectivement, notre idée est de vous proposer cette liste accessible de manière à avoir une compréhension. Hop, je veux bien passer à la slide suivante. Ah pardon, hop, attendez, parce qu'effectivement, juste pour être sûr, dans l'enthousiasme de la consultation, je vais résumer dans
Voilà, la liste des différents points, des différentes priorités. La première chose, c'est d'être conscient de la nécessité de mettre en place des procédures de réponse à incident. On est dans une logique où, étant donné que l'organisation est subie, effectivement, il va se poser la question de comment on fait pour gérer une attaque qui, évidemment, n'aurait pas pu ou n'a pas pu être anticipée. Alors, ça peut paraître commencer par la fin. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand le confinement est décidé un jeudi pour un lundi matin, effectivement, vous voyez bien que la question de la disposition de procédures et de mécanismes de réponse à incident devient une priorité parce que il va être nécessaire de pouvoir savoir quoi faire, qui appeler, quelle action conduire dès lors que l'attaque ou que le problème informatique surviendrait. Ce qui veut dire effectivement d'avoir un système d'assistance. Comment on fait, qui je contacte, quel numéro j'appelle ou quel service je sollicite. De préparer dès à présent la notion de plan de reprise d'activité, de faire en sorte d'avoir effectivement une documentation claire des utilisateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont les opérateurs quotidiens de votre système d'information, de manière à il faut toujours garder à l'esprit qu'ils vont être seuls chez eux, ils vont être isolés, et donc il faut qu'ils aient une relative autonomie, et donc ça suppose qu'effectivement ils disposent de ces informations leur permettant de prendre les bonnes décisions. La mise à disposition d'un accès à distance sécurisé, c'est une évidence lorsque l'on balaye les solutions, où on évoque les solutions de sécurité. L'expérience a montré que ces VPN, ces réseaux privés virtuels, effectivement, n'avaient pas forcément été attribués à tout le monde. Des solutions n'avaient pas été choisies en prenant en compte la montée en puissance, la montée en charge des connexions simultanées, et on a constaté, nous, dans un certain empressement de la part d'entreprises, évidemment, qui se sont rués sur des sites internet de VPN gratuits, qui effectivement ont été utilisés par des pirates comme vecteurs d'infection. Donc effectivement, qui distribuaient des malwares, qui collectaient les identifiants aux réseaux sociaux, aux données bancaires, et qui également utilisaient la puissance de calcul une fois des ordinateurs une fois infectés. Donc c'est vrai que ce choix de connexion à distance sécurisée va être un vrai sujet. Les équipements, les endpoints doivent être également documentés, répertoriés et protégés, et avoir un point sur une politique d'application mobile. Là encore, plus ce sera anticipé, plus on pourra éviter l'initiative, ou en tout cas qui n'est pas forcément malveillante ou qui n'est pas malfaisante par elle-même, mais qui effectivement, si elle n'est pas guidée par des critères de sécurité, laisse une trop grande diversité, et donc effectivement chacun une initiative, et des gens voulant même bien faire, de plein de bonnes intentions, risquent d'effectuer des téléchargements pas souhaitables. Alors, ça peut paraître une mesure de sécurité évidente, mais il s'avère que dans ces contextes distants, elle s'impose. Effectivement, le patch et la mise à jour des solutions de sécurité, c'est-à-dire que ça semble une évidence. Simplement, c'est vraiment l'occasion pour que ce soit fait systématiquement, parce que c'est le point de faiblesse évident de la part de pirates qui justement vont se renseigner sur les mises à jour des solutions techniques, et si celles-ci ne sont pas effectuées dans les délais, effectivement ça signale d'autant des points de faiblesse, et même quelqu'un qui n'aurait pas été visé en tant que tel pour son activité ou sa potentielle richesse pourrait être visé par l'absence de patch et de mise à jour de ces équipements. On dira quelques mots de la police d'assurance cyber, qui est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, même si là on va voir qu'il va falloir s'adjoindre une vraie compétence juridique pour être sûr que la notion de préjudice soit identifiée. Et enfin, la journée du retour au bureau va être un élément important. Alors, le fait d'avoir des procédures, et c'est pour ça que je me permettrai de passer assez rapidement, parce que vous trouverez les éléments rédigés dans cette présentation. On a fait le choix justement de vous livrer à la fois un discours d'accompagnement, mais également des documents écrits, de manière à ce que vous puissiez répondre, et que vous voyez à chaque fois des questions sont posées, de manière à ce que vous puissiez trouver qui peut trouver les éléments. Vous trouverez des réponses justement opérationnelles, quelle que soit, j'allais dire, la taille de votre entreprise et le périmètre que vous souhaitez couvrir. Donc,
faire en sorte qu'on ait effectivement une vision assez claire de que faire en cas d'incident, qu'est-ce qu'un incident, à partir de est-ce qu'on peut le détecter, et d'avoir un plan qui puisse intervenir dans ce sujet-là, de manière à ce que on évite les faux positifs, enfin d'être saturé par des faux positifs, mais également que par pudeur, par discrétion, un collaborateur renonce à faire remonter un événement ou bricole une solution, le risque étant effectivement on ait cette solution qui soit ignorée parce qu'effectivement on ne dispose pas d'une procédure, et donc d'avoir effectivement cette capacité-là. La question de la sauvegarde est importante. Pourquoi ? Parce que dans les attaques telles qu'on les a constatées jusqu'à présent, on a vu effectivement que la non-disponibilité des données était quelque chose qui était particulièrement fragilisant, et donc effectivement là encore, pour éviter les initiatives ou l'absence de démarche, faire en sorte que on puisse avoir une vraie politique de sauvegarde, et justement que ça puisse être fait systématiquement et selon un mode opératoire qui soit commun à chacun, de manière à ce qu'il y ait une harmonisation des données et que celles-ci restent disponibles pour chacun et accessibles sur la durée. Là encore, c'est une démarche qu'il va falloir entreprendre. C'est de miser également sur le quatrième point, sur la responsabilisation. On ne pourra pas cantonner l'expertise de cybersécurité à la stricte équipe cyber ou à l'équipe IT. Donc il est important d'entretenir le niveau de connaissance, de susciter une prise en de conscience du sujet, de manière à ce que en fait chacun puisse contribuer, d'une part en déployant la politique maison, mais en contribuant au signalement des problèmes qui pourraient survenir, ou en n'ayant pas les comportements permettant de contribuer à la fragilisation. C'est vrai que plus vous pourrez associer des collaborateurs, même si leur fonction les tient éloignés des sujets informatiques ou des sujets techniques, de manière à faire en sorte que chaque maillon soit un contributeur à la cybersécurité. Donc cette question de la formation, elle est, même en période de crise, de tension, elle est à privilégier, et donc là encore d'avoir cette implication collective au-delà du strict périmètre informatique. Alors, l'accès distance sécurisé, il est important de l'avoir. Pourquoi ? Parce que c'est quand même ce qui va conditionner l'intégrité des communications, la disponibilité des communications, et donc effectivement les VPN sont quelque chose aujourd'hui de connu, de disponible. Des solutions existent avec différentes modalités. Simplement là encore, c'est vrai que la précipitation de la crise n'est pas le meilleur contexte pour choisir un fournisseur, et donc il est utile d'avoir cette comparaison sur les garanties techniques, juridiques apportées par les fournisseurs, sachant qu'il y a un vrai marché opportuniste de la concurrence dans ce domaine-là, et donc on a documenté un certain nombre de listes et de fournisseurs de faux sites VPN gratuits, et donc qui même quelquefois usurpent des marques commerciales connues. Ça devient un élément important de fragilisation des organisations. Surtout s'il se fait de manière indolore, c'est-à-dire qu'en fait la personne a l'impression que sa connexion fonctionne très bien, mais elle ignore qu'en fait elle est poreuse et que quelqu'un est en train d'accéder à ses fichiers ou de naviguer dans son système de manière totalement apparemment légitime. Donc c'est un élément de fragilisation qui est extrêmement coûteux sur la durée, parce que effectivement s'il n'est pas détecté par l'utilisateur, il ignore que quelqu'un est en train de se comporter, de rentrer dans son système de manière en toute impunité. La visibilité des endpoints éloignés, je l'évoquais, alors différentes solutions existent. Là encore, c'est de faire en sorte que ces flottes de endpoints qui peuvent circuler soient documentées de manière à ce que on évite ce shadow IT, on évite cette mise à disposition d'outils qui sont totalement inconnus, tant dans leur fonctionnalité que dans leur mise à jour, que éventuellement s'ils stockaient des données qui ne soient pas qui n'aient pas vocation à être extraites du système. Les applications mobiles, je les évoquais tout à l'heure, c'est un des vrais sujets, parce que en fait l'investissement est tellement important, enfin en tout cas le gain est tellement important pour les pirates. C'est vrai que
les droits ouverts par les utilisateurs, c'est effectivement un Eldorado pour les pirates. Et donc c'est vrai que lorsque celui-ci, l'utilisateur se trouve seul face à cette utilisation, il peut être tenté de céder ou en tout cas d'ouvrir des accès. Et donc effectivement c'est un élément à surveiller de la part des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Là encore, il ne s'agit pas d'être uniquement dans la sanction ou l'interdiction, mais d'être beaucoup dans la pédagogie et dans la mise à disposition d'outils, c'est-à-dire pour éviter justement que les collaborateurs prennent des initiatives. Plus vous pourrez mettre à disposition des éléments, des services, des applications recommandées, suggérées, plus vous fermerez des portes, c'est-à-dire vous éviterez qu'il y ait une trop grande initiative et diversité d'outils. Le patching, le patching est évidemment une démarche indispensable. Là encore, c'est en misant beaucoup sur l'explication et sur la pédagogie. Le fait d'expliquer ce que c'est qu'un système technique qui mérite et qui exige ces mises à jour, là encore vous contribuerez à hausser le niveau d'expertise, de compétence, d'intérêt de la part des utilisateurs, et donc il va être souhaitable là encore de miser sur l'intelligence et sur la pédagogie pour faire en sorte que ces patchs ne soient pas vus comme étant quelque chose d'inutile ou de déconnecter de l'activité, mais que ça correspond bien effectivement à une nécessité et que ça permet d'intégrer les derniers éléments de connaissance et donc effectivement d'être un contributeur utile sur le système de sécurité. L'assurance cyber, ça va être une démarche qui va être de plus en plus importante. Alors évidemment, on a bien vu que les clauses, avec un certain nombre de sujets concernant des contentieux, avec des compagnies d'assurance qui contestent, discutent la réalité des faits. Simplement la difficulté, ça va être là encore de faire un état des lieux, de la sécurité, de manière à ce que, un peu, alors évidemment, on est toujours tenté de faire l'analogie avec le monde physique. Est-ce que vous aviez la porte blindée? Est-ce que vous aviez des barreaux aux fenêtres? Est-ce qu'il y avait une alarme? On voit bien que il va falloir avoir une discussion qui soit à la fois technique et liée aussi à la valorisation des actifs et à la capacité de revenir à une situation normale. Et il ne s'agira pas de tout assurer au plus haut niveau de remboursement, mais par contre d'avoir une vraie réflexion sur les actifs stratégiques. Et cette démarche assurantielle ne peut pas être considérée comme étant une exonération de la sécurité, en disant je n'ai pas besoin de me sécuriser parce que l'assurance paiera, ça n'a pas de sens. Et effectivement, c'est quand même une dimension supplémentaire dans la stratégie et la politique de sécurité, quelle que soit la taille, quel que soit le périmètre couvert et la taille de l'entreprise. Cette clause assurantielle va être intéressante. Alors évidemment, dans le cas de la crise sanitaire, on va voir comment est-ce que les assurances vont réagir. De toute façon, il est vraisemblable que si ce phénomène sanitaire était appelé à se renouveler, il serait d'autant plus documenté dans les contrats d'assurance et donc ça ferait un point d'éclaircissement. Après, ça suppose effectivement une discussion sur le périmètre et sur le gain et le bénéfice de ce dispositif.